On va vous parler d'un espoir ou peut-être d'un appel désespéré. C'est l'appel d'un commandant ukrainien qui se trouve retranché dans l'usine Azovstal. Et cet appel, vous allez pouvoir le découvrir, est adressé au milliardaire Elon Musk. Elon Musk, son rôle dans cette guerre en Ukraine, on va vous révéler les dessous des cartes, mais surtout cette menace, même pas dissimulée de la part des Russes, et qui émane directement du chef de l'agence spatiale russe. Il faut dire que c'est un proche du Kremlin, un proche de Vladimir Poutine. Écoutez. D'après nos informations, l'équipement Starlink a été fourni par le Pentagone. Elon Musk est donc impliqué dans l'envoi d'équipements de communication militaire aux forces fascistes en Ukraine. Et pour ça, Elon, tu seras tenu pour responsable comme un adulte, et ceci, peu importe si tu joues l'idiot. Nous sommes en direct avec une spécialiste des questions numériques, Florence Guessel. Merci d'être avec nous. Alors, si Elon Musk est interpellé ainsi par le bataillon d'Azov, venez nous sauver, en gros, voilà ce qu'il dit. Ça n'est pas seulement parce que c'est l'homme le plus riche du monde, c'est aussi parce que c'est un allié très important en termes numériques. Oui, enfin, il a, je crois, livré ou aidé à livrer près de 5000 kits de connexion depuis le début des hostilités. Je pense qu'effectivement, les forces ukrainiennes lui sont très reconnaissantes. Je crois qu'il les aide aussi beaucoup pour l'usage des drones. Et je crois qu'il travaille d'ailleurs très étroitement là-dessus avec le Pentagone. Donc, il est extrêmement présent et je pense qu'il est perçu par les Ukrainiens comme un allié, incontestablement. En revanche, vous avez certainement entendu cette menace de la part des Russes. Il est plutôt perçu, lui, comme un ennemi de ce côté-là. Ah oui, là, il passe pour quelqu'un qui vraiment a apporté une aide concrète à ce que les Russes appellent les forces fascistes et dont il devra rendre des comptes. C'est la raison pour laquelle cet appel un peu désespéré, je ne sais pas jusqu'à quel point il va pouvoir y répondre dans la mesure où ses relations avec les autorités russes ne me paraissent pas totalement cordiales dans l'immédiat. Et je crois avoir vu passer un tweet dans lequel il dit « Si je disparais dans des conditions étranges, je suis content de vous avoir connu ». Donc il y a de vrais risques, il a pris de vrais risques, Elon Musk. Ce que sa mère, pour l'anecdote, n'a pas trouvé drôle, elle a aussi tweeté, puisque vous parlez de Twitter. Mais soyons clairs, ces livraisons de Starlink, de connexion Internet aux Ukrainiens, il n'a pas pu le faire sans l'aval du Pentagone, si ? Moi, à ma connaissance, il a travaillé main dans la main avec les autorités américaines, qui ont d'ailleurs financé une partie de ces kits de connexion. Donc à ma connaissance et selon les informations dont je dispose, c'est effectivement quelque chose qu'il fait vraiment main dans la main avec les autorités américaines, qui sont quand même extrêmement, enfin qui travaillent avec l'armée ukrainienne sur une base quotidienne. Elon Musk qui, depuis quelques jours, après ces menaces prises très au sérieux des autorités russes, de ce proche de Vladimir Poutine, qui est protégé aujourd'hui par les États-Unis, notamment dans ses déplacements. Est-ce que, au-delà des kits de connexion, les Russes visent également ces satellites en disant si les Américains sont si bien informés, si les Ukrainiens sont si bien informés par les Américains, c'est quelque part Elon Musk est responsable, entre autres. Oh, je le pense, puisqu'il apporte une aide sur le terrain depuis le début, dont il ne se cache pas, qu'il revendique. Il a eu des propos assez clairs dès le début des hostilités. Donc effectivement, et je ne suis pas en mesure de vous dire, à la place qui est la mienne, quelles seraient les sanctions ou les mesures de rétorsion que pourraient prendre à son encontre les autorités russes. Je pense il est raisonnable de sa part, en tout cas, de se protéger, et les Américains ont raison de le protéger. Il faut préciser qu'avant cet échange de tweets, les relations étaient plutôt bonnes entre Elon Musk et Rogozin, responsable des opérations spatiales russes, puisqu'il l'avait même invité à boire le thé chez lui. On voit que le ton a changé. Oui, là, on est face à des échanges qui sont d'une assez grande violence, avec des menaces qui ne sont absolument pas voilées de la part des Russes. Encore une fois, je n'arrive pas à voir jusqu'à quel point les Russes peuvent mettre en application ce qui apparaît quand même là très clairement comme des menaces. Voilà, l'histoire dira si tout ceci va être suivi des faits.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florence Guessel. Il faut quand même se méfier du thé russe et des invitations. Certains ont failli le payer très cher de leur vie. Justement, sur cette relation, alors, je ne sais pas si vous avez d'informations entre Elon Musk et les services secrets américains, mais entre Elon Musk et les Ukrainiens. En l'occurrence, si on applique aux États-Unis la même règle qu'en France, tout ce qui est de près ou de loin a le lien avec du matériel militaire doit obligatoirement avoir de l'autorisation de l'État dans lequel est produit, même si c'est par une entreprise privée, les éléments avant de pouvoir les exporter, que ce soit un contrat tout à fait classique d'achat-vente avec un pays ou que ce soit dans le cadre de l'aide apportée à l'Ukraine, qui est un cas un tout petit peu particulier. Donc, de toute manière, Elon Musk, il y a peu de chances qu'il puisse exporter quoi que ce soit de son propre chef sans avoir averti et demandé les autorisations nécessaires au gouvernement et à l'armée américaine. Donc forcément, il est en lien avec tous les services nécessaires pour obtenir ces autorisations. Et effectivement, il s'est manifesté immédiatement pour apporter son soutien en termes de connexion. Je voudrais revenir juste sur les relations entre Dmitry Rogozin, le Kremlin et Elon Musk. C'est vrai que Elon Musk et Rogozin, c'était des amis Twitter de longue date, parce que Rogozin est bon enfant, exactement, et surtout que Dmitry Rogozin, qui avant d'être investi en tant que la tête de Roscosmos, l'agence russe spatiale, n'avait rien à voir avec l'espace, donc il a voulu faire en sorte que qui se montrait un peu Elon Musk aussi, donc un peu investir dans le spatial russe. Il a échoué absolument. Mais par rapport à cette menace-là, je pense que c'est pas à Dmitry Rogozin de le faire, parce que si je me trompe pas, et si vous le confirmez l'amiral, la Russie ne dispose pas des armes qui sont capables de détruire des satellites américaines. Donc c'est-à-dire que si c'est pas le cas, on peut juste dire que c'est encore une action politique de la part de Dmitry Rogozin pour montrer qu'il lui il est proche plutôt de Vladimir Poutine que de Elon Musk. Amiral, est-ce que... Un petit mot sur l'intimidation que vous avez employé, c'est le mot-clé de tout ce que nous voyons sous les yeux actuellement. L'intimidation permanente par le vocabulaire, par les connexions et les connivences. On est dans un jeu de rôle que nous connaissons tous très bien, mais qui, je dirais, au niveau du grand public, passe assez mal. Quand Rogozin et Elon Musk se parlent, ils se connaissent très bien. Ils ont un jeu entre eux et ils pratiquent l'intimidation. Je crois que le mot est très juste. Amiral, techniquement, si vous en avez les moyens, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que fait, bonne interrogation, Elon Musk en matière militaire pour pouvoir aider notamment le renseignement? On parle des satellites, une quarantaine de satellites sur l'Ukraine aujourd'hui, de satellites américains. Comment ça peut se passer? C'est assez simple, il suffit de donner des accès satellites avec des récepteurs pour pouvoir faire des liaisons directes entre les combattants au sol par un relais satellite sans passer par des réseaux téléphoniques. Donc c'est assez simple, ce sont des réseaux de satellites défilants qui offrent en permanence une couverture et qui permettent donc aux gens de communiquer entre eux sans passer par des voies qui seraient brouillables ou déconnectables. Ce qui est très intéressant parce qu'on dit que les troupes russes ont pêché justement en utilisant de vieilles connexions. C'est pour ça que certains généraux, d'ailleurs, ont payé de leur vie le fait d'avoir eu ou d'avoir utilisé de simples téléphones, je crois. Tout à fait. Je crois que la déficience des réseaux de communication tactiques des armées russes est absolument effrayante et tout à fait étonnante.